Bonjour. Je vais vous proposer d'imaginer un petit truc. Imaginons qu'on a un jardin à nous. Dans le jardin, on a des citrouilles. Et il y a des gens qui viennent qui prennent des citrouilles. Bon, nous, on est OK avec ça. Par contre, on aimerait être capable de faire un suivi de la quantité de citrouilles qui a été prise. Alors, vous allez me dire, c'est super facile, on va les compter, ça se fait de tête. Et ouais, c'est super facile. Mais en fait, c'est super facile pour deux raisons. La première, c'est que compter, c'est un problème qui a été résolu par d'autres personnes que nous. Ils nous ont transmis leurs solutions. Nous, on n'a pas vraiment eu à s'intéresser au problème, en fait. Et la deuxième raison, c'est que nous, on a appris à compter quand on était tout petit à l'école, on manipule les chiffres tous les jours. Donc pour nous, ouais, compter, c'est super facile, mais ça aurait pu ne pas être le cas. Si ce n'était pas le cas, un truc aussi bête que compter des citrouilles, c'est un truc qui va nous demander des efforts, qui va nous demander de la concentration, sur lesquels on va pouvoir se tromper. Et vous nous connaissez, nous, les trucs qui nous demandent des efforts, qui nous demandent de la concentration et sur lesquels on se trompe, et on aime bien se faire des outils. Donc pour mon problème tout bête de citrouille, un outil que je pourrais faire, facile, c'est de prendre des balles, et chaque fois que quelqu'un cueille une citrouille, on met une balle dans la boîte. Une citrouille cueillie, une balle dans la boîte. Donc ça c'est facile comme outil, ça coûte pas cher, c'est facile à prendre en main, et pourtant ça a plein d'avantages. Le premier, c'est que ça m'aide vachement en fait. Pendant que je vais compter mes citrouilles, je ne vais plus avoir besoin de me préoccuper d'avoir une représentation à l'esprit du nombre de citrouilles qui a été cueilli. Je vais juste à me préoccuper de mettre des balles dans la boîte. J'ai plus besoin de mémoriser cette quantité entre deux moments où des citrouilles ont été cueillies. Parce que ma quantité de balles dans la boîte, elle va rester la même. C'est pratique. Et puis, j'ai plus besoin non plus de me préoccuper de passer à la représentation suivante chaque fois qu'une nouvelle citrouille va être cueillie. Donc tous ces trucs-là, j'ai plus besoin de les faire pendant qu'on cueille des citrouilles. Je ne vais plus me tromper et je vais être tranquille là-dessus. Et en plus de ça, cette solution, elle a des trucs intéressants. Par exemple, si ça, c'est ma quantité de citrouilles que j'ai cueillie, qui a été cueillie aujourd'hui, ça, c'est la représentation de la quantité de citrouilles qui avait été cueillie depuis le début de la saison. Je sais faire les sommes. Zéro boulot. Donc ça, c'est assez pratique comme truc. C'est assez pratique et puis ça peut me donner des idées. Par exemple, imaginons que la quantité de citrouilles qui a été cueillie, elle est contractuelle. C'est-à-dire que par exemple, les gens qui ont pris ces citrouilles, pour chaque citrouille qu'ils ont pris cet automne, ils doivent nous donner un sac de blé l'été prochain. Un truc que je vais pouvoir faire, c'est que je prends ma boîte avec ma représentation, je prends du scotch, et je vais pouvoir sceller ma quantité. Ma quantité, elle est scellée, et maintenant je suis sûr que l'été prochain, elle n'aura pas été modifiée. Bon, elle n'aura pas été modifiée. Le problème, c'est qu'avec ce scellé, elle n'aura pas été consultée non plus. Donc si à Noël, je veux savoir combien de sacs de blé on me doit, je ne peux pas. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est prendre un marqueur, tout simplement, et je vais dessiner des balles sur la boîte pour savoir combien il y a de balles à l'intérieur. Et puis, tant qu'à y être, je vais dessiner une citrouille, comme ça, je sais de quoi il s'agit. Et j'ai ça. C'est vachement facile comme outil. Ce truc-là, l'air de rien, j'ai commencé à faire une représentation relativement formelle de la quantité et de la nature des objets dont je parle. Donc en fait, je suis en train de commencer à inventer un système d'écriture. Donc là, je ne vous raconte pas que des bêtises. Hein. Les historiens, des historiens en tout cas, semblent plutôt d'accord pour dire qu'il y a des chances que l'écriture était plutôt inventée comme ça que directement pour chercher à écrire des mots, des phrases ou des manuels utilisateurs. Si on regarde il y a 5500 ans, chez les Babyloniens, si je ne me trompe pas, en Mésopotamie, on va trouver ce genre de truc. Donc, sur la gauche, ce sont des cailloux qui servaient à marquer, à compter, à représenter des quantités, avec des marques dessus pour dire de quoi il s'agit. Et en bas à droite, vous avez une boule en argile, il y a plein d'argile en Mésopotamie. Donc des boules en argile dans lesquelles on a enfermé les cailloux pour sceller la quantité, et vous voyez qu'ils ont fait des marques sur le dessus de la boîte. Ok, cette solution, elle marche, elle a plein de trucs pratiques. Par contre, elle a une limite, c'est quand je vais vouloir manipuler des grands nombres. Si j'ai distribué tout mon champ de citrouilles cet été et que j'ai donné 3000 citrouilles, je vais me retrouver avec 3000 balles. Et en fait, les 3000 balles, il va falloir les compter, et c'est ce que je n'avais pas trop envie de faire au début. Donc pour ça, les solutions, il y en a plusieurs qu'on connaît. Il y en a une qui marche bien, c'est de prendre des balles de couleurs différentes. Merci les sponsors. Et je vais pouvoir dire, ces balles-là, comme elles sont bleues, celles-là, je vais dire qu'elles valent 10. Alors que celles-là, elles sont blanches, donc elles valent 3. Donc je vais pouvoir poser mes balles ici, et dire, là j'ai 2 balles bleues, 3 balles blanches, donc j'ai 23. Et pour ça, j'ai besoin que de 5 balles. Donc ça commence à être pas mal. Ça me permet de manipuler des nombres un peu plus grands, mais bien sûr,
Si je veux manipuler des vraiment gros nombres, il va me falloir avoir plein de couleurs de balles ou plein de gravures différentes sur les balles. Il va falloir apprendre le code, ça va être un peu gênant. Une autre possibilité que j'ai, c'est de dire, en fait, dans mes tas de balles, là, je ne vais jamais mettre plus de 60, par exemple. Quand mon tas de 60 il est plein, je le vide, je récupère les balles, et je mets une balle à côté pour dire, j'ai un tas plein, plus ça à côté. Donc là, si c'est un tas de 60, ce que je fais, là, j'ai 60 plus 23, j'ai 83 qui sont représentés seulement avec 6 balles. Donc ça marche. Ce truc-là, j'ai un mélange de deux choses. Ce qu'on appelle ici la numération d'addition, où j'additionne la valeur des balles pour connaître la valeur totale, et ce qu'on appelle la numération de position. Cette balle-là, elle vaut 60 parce qu'elle est à cette position. Donc si on regarde, toujours en Mésopotamie, ils ont fait ce genre de truc, ils ont suivi cette démarche. On trouve des tablettes comme celle à gauche, avec, vous voyez, des marques de nature différente pour mettre les unités et les dizaines, et des petits dessins à côté pour dire de quoi il s'agit. Et puis un peu plus tard, l'écriture cunéiforme, avec des petits clous faits dans un sens ou dans l'autre, en tournant un bout de bambou dans l'argile. Entre-temps, oui, on s'est dit que finalement, les cailloux à l'intérieur de la boule d'argile, ils ne servaient pas à grand-chose, on pouvait juste faire un rectangle en argile sans cailloux à l'intérieur. Et on a ce genre de truc qui, effectivement, commence à ressembler pas mal à de l'écriture. J'en suis la suite, ouais. Donc ce système, il marche, il me permet de manipuler des nombres aussi grands que je veux avec finalement assez peu de balles. Il a deux petits trucs encore qui vont venir m'embêter. Le premier, c'est que mes balles elles peuvent se balader, c'est pas super pratique. Et le deuxième, surtout, c'est que cette balle-là, je vous ai dit qu'elle valait 60. Mais en fait, qu'est-ce qu'il me dit si elle vaut 60 ou 3600, donc 60 fois 60? En fait, j'en sais rien. J'en sais rien, pourquoi? Parce que je n'ai pas inventé le zéro encore à cette époque-là. Et du coup, je ne sais pas trop. Et même ces balles-là, j'ai dit qu'elles valaient 23. Mais en fait, s'il faut, elles valent 23 fois 60. Donc là, je vais pouvoir manipuler des nombres. Quand je suis en train de faire mes calculs, ça ne me gêne pas trop. Par contre, si j'essaie de reprendre ces nombres-là et ces calculs-là 3 mois plus tard, ou si quelqu'un essaie de passer derrière moi et de reprendre mes calculs, il y a des chances que sans le contexte, ils ne comprennent rien à ce que j'ai voulu raconter. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais faire pour ça? Ça tombe bien, j'ai un marqueur là. Je pourrais tracer des lignes sur la table et commencer à me faire des cases pour ranger un peu les balles et savoir comme ça, dans chaque case, combien les balles. Et ça, c'est les premiers abaques qu'on trouve en Égypte, par exemple. On a ce genre de choses. Un autre truc que je pourrais faire, c'est, au lieu de prendre des balles, prendre des perles et les enfiler dans des tringles ou dans des rainures. Et ça nous amène, quelques centaines d'années plus tard, au boulier, je l'allais dire romain, mais celui-là c'est peut-être un grec. Ouais, ça doit être un boulier grec en fait. Je sais un peu le bordel dans mes slides. Donc les bouliers romains et grecs, je ne vais pas trop vous en parler, parce que si vous avez fait les katas, vous connaissez les chiffres romains, c'est un peu le bazar. Donc on va sauter encore un peu en avant, et on va arriver au boulier chinois. Un boulier chinois, ça ressemble à ça. Vous avez deux lignes, avec ici, à chaque fois, deux billes. Donc les billes ici, elles valent 5 sur cette ligne, les billes ici, elles valent 1 sur celle-ci. Et puis vous avez des colonnes pour les unités, dizaines, centaines, milliers. Donc je vais le tenir dans ce sens parce que ça marche mieux. Là, je vais pouvoir compter tout simplement 1, 2, 3, 4, 5. Quand j'ai utilisé mes... Attendez, pardon, j'ai oublié de le remettre à 0. Hop, on recommence. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Quand je suis arrivé à 5, je transforme. 6, 7, 8, 9, 10. Je transforme. Et puis éventuellement, je transforme aussi comme ça. Et je passe à dizaines. Donc là, avec ce système, je peux gérer des très grands nombres facilement. Les trucs ne se baladent plus. Je peux transporter facilement cet objet-là. Je peux faire facilement des additions. Par exemple, si je veux ajouter, je ne sais pas, on va dire 3527. Ça y est, je peux le faire. Si je sais lire le boulier, j'ai fait mon addition gratos. Et ça commence à marcher pas mal. Ça commence à marcher pas mal. Il y a deux trucs qui vont me limiter encore un peu là-dessus. Le premier, c'est la retenue. Alors la retenue, je vais vous montrer. Si je veux faire, par exemple, allez, disons 98 plus 8, alors là, je vais pouvoir faire plus 7 seulement. Donc 7, je vais pouvoir transformer cela, mais je ne peux pas parce que j'ai plus de billes là, donc il va falloir que je transforme ici. Et du coup, maintenant que j'ai ça, je peux récupérer mes billes là, et je crois que j'étais à 7, donc je peux récupérer mon 1 qui reste. Bon, la retenue, c'est pas super facile. Avec de l'entraînement, ça se fait bien, mais pour des gens qui ne manipulent pas des chiffres tous les jours, c'est quand même pas super évident.
Le deuxième truc que je ne sais pas trop faire encore avec ce boulier, c'est les multiplications. Pour les multiplications, la seule chose que je peux faire, en fait, si j'ai un très grand boulier, je vais pouvoir, dans un coin, noter les 2 chiffres que je peux multiplier pour les garder visuellement. Et je vais pouvoir faire mes multiplications de chiffres 2 par 2, comme en connaissant méthode de multiplication. Et après, je vais pouvoir additionner les résultats à la main, comme on pose nous maintenant les multiplications. Donc ça m'aide un peu, mais ça ne m'aide pas beaucoup en fait, pour faire les multiplications. Donc il y a des gens qui ont cherché des solutions. Il y a une solution qu'on connaît depuis très longtemps pour faire des multiplications, en fait, ce sont les engrenages. Un engrenage, c'est facile de faire un engrenage. Vous en tournez un d'un côté, il va faire un tour, et l'engrenage de l'autre côté, il va faire 2 tours, ou 4 tours, ou 10 tours, en fonction du rapport du nombre de dents. Ce truc-là, c'était utilisé en 1900. Il y a un pêcheur d'éponges qui fait une plongée à un endroit où il n'avait pas trop prévu. Il trouve un bras de statue. Bref, on finit par trouver une éponge, une épave. Et dans cette épave, on trouve un truc. On trouve cette espèce de machin. Un mécanisme qui est gros comme ça, à peu près. La roue, elle fait 15 cm de diamètre. Et ce truc-là, donc on le trouve un peu après 1900, forcément. On finit par lui faire des scanners, voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et on a la confirmation de l'existence de quelque chose dont on avait des textes qui nous racontaient que ça existait, mais on n'avait pas la preuve, puisqu'on n'avait pas la description de comment ça marchait à l'intérieur, on n'avait pas de traces physiques. Ce truc-là, ça sert à simuler, donc c'est le mécanisme d'Anticythère qui a été trouvé donc, auprès de l'huile grecque d'Anticythère. C'est un système qui, avec des engrenages comme ça, permettait de simuler le mouvement des planètes. On avait des ratios entre les engrenages qui ont les mêmes proportions que les ratios des mouvements apparents des planètes dans le ciel. Et donc, on pouvait placer les positions des planètes telles qu'on les voit aujourd'hui, tourner une manivelle pendant un certain nombre de tours et savoir où étaient les étoiles pendant 10 ans. Ou alors, on pouvait la tourner jusqu'à ce que la Terre, la Lune et le Soleil soient alignés et savoir quand serait la prochaine éclipse. Tout ça sans poser la moindre multiplication. Donc là, on a un système qui vraiment nous libère vraiment l'esprit de tous ces calculs, nous permet de nous concentrer sur ce qu'on veut faire. Mais il ne résout pas entièrement le problème de la multiplication, parce que d'une part, les ratios des engrenages ils sont fixes. Chaque fois que je veux multiplier par de nouveaux ratios, il faut que je construise une nouvelle machine. Et puis la deuxième chose que je ne peux pas faire, c'est que je vais pouvoir, par exemple, si ma manivelle elle faisait tourner, alors je ne me souviens plus des ratios, mais mettons que la manivelle fasse tourner d'un jour, si je veux connaître l'état du ciel dans 10 ans, il va falloir que je la tourne 3600 fois. Je ne vais pas pouvoir tourner directement 10 fois l'engrenage des années, parce que lui-même, il ferait tourner 365 fois à chaque tour l'engrenage des jours. Et donc, il y aurait un problème de couple, ça ne marcherait pas, ça coincerait. Bref, ça ne résout pas tout à fait le problème, mais c'est quand même un mécanisme magnifique dont on avait complètement perdu la trace, l'existence et la technologie pendant des centaines d'années. Bref, ces deux problèmes de la retenue et de l'addition, il y a des gens qui vont travailler dessus pendant un moment. Il y a plein de gens qui vont essayer des trucs qui ne vont pas tous marcher. Et je vais sauter directement en avant dans le temps, arriver à Wilhelm Sicard. En 1600 et quelques, j'ai plus la date exacte en tête, il tente un mécanisme basé sur des engrenages. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des engrenages à 2 étages. Donc vous avez un engrenage ici qui a 10 dents, qui est surmonté par un engrenage ici qui en a une seule. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ici, j'ai mon engrenage des unités, qui correspond à ma colonne du boulier. Je peux la faire tourner d'un cran, 2 crans, 3 crans. Je peux aussi ajouter directement une dizaine, en faisant tourner celui-là. Quand je vais arriver au 9e cran ici, que je vais faire +1, cet engrenage va revenir sur sa position de départ, donc sur le 0, et l'engrenage d'après va avancer d'un coup. Donc ça y est, j'ai mon report de la retenue. J'ai mon report de la retenue. Sur le papier, je suis super content. Mon problème de l'addition a été résolu. Mais ça ne va pas marcher entièrement, son truc. En fait, il ne va jamais arriver au bout. Bon, il y a plusieurs problèmes. Un des problèmes, c'est que vous voyez là, si je refais un tour, en fonction de où s'est arrêté exactement mon engrenage ici, ça risque de passer ou de coincer. Donc là, ça passe presque. Et si cet engrenage était arrêté là, qu'il avait pris un peu trop d'élan, ça coincerait. Donc déjà, premier problème, si ici je ne me retrouve pas sur une valeur entière, ça coince. Le deuxième problème, c'est que, imaginons que j'ai un 9999 et que je vais ajouter, je vais faire un +1. Mais quand je vais faire le +1, il va falloir que je fasse tourner cet engrenage qui va faire tourner celui-là, qui va faire tourner celui-là, qui va faire tourner celui-là, etc. Je vais devoir faire tourner plein d'engrenages d'un coup. Et donc ça va coincer, ça ne va pas marcher. Bref, il travaille dessus, on sait qu'il travaille dessus parce qu'il échange sur le sujet avec Kepler. Son but, c'est d'aider à calculer les tables d'astronomie pour ne pas avoir à refaire les calculs à chaque fois. Et puis un jour, curieusement, ce monsieur, sa maison brûle. Il perd la machine qu'il dit avoir commencé à construire, et dont on n'a pas vraiment de traces, que pas grand monde a vu. Il perd toutes ses notes, il ne retravaille plus jamais sur le sujet. Alors forcément, l'hypothèse pendant longtemps, ça a été qu'il ne s'en sortait pas, donc il a préféré mettre le feu à tout ça plutôt que d'avouer qu'il ne s'en sortirait pas.
Une autre hypothèse, c'est que ce monsieur, il vit pas longtemps, enfin tout ça, ça se passe pas longtemps après la fin de Galilée. Il sait ce que c'est de ne pas avoir forcément que des amis auprès de l'Église. Et il a l'information qu'il n'aurait pas que des amis parmi les gens influents auprès de l'Église. Et il se dit que faire une machine qui compte, qui à l'époque est considérée comme une opération de l'esprit, c'est peut-être un bon truc pour se faire accuser de sorcellerie. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'il a mis le feu à tout ça et qu'il n'a pas retravaillé dessus. Bref, il y a quelqu'un d'autre qui va tenter un truc qui va marcher un peu mieux, lui, par contre. Cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre une roue, comme ça, pas un engrenage, une roue avec des picots. Donc il y a 10 picots qui dépassent, là, de ce côté-là de la roue. Et de l'autre côté de la roue, ici, il y en a 2 qui dépassent. Ces picots, ils sont utilisés comme dans la machine de Sicard pour représenter les unités, les dizaines, etc. Et ça ressemble à ça. Est-ce que je l'ai prise à l'endroit? Ouais, ça a l'air. Ok, donc j'ai mes roues que je peux faire tourner comme ça, pour faire mes +1. La première différence avec la machine de Sicard, c'est qu'ici, j'ai un cliquet. Ce cliquet, il est lesté, il est lourd, et il vient s'appuyer derrière sur 2 de mes 10 picots. Donc vous voyez, si j'avance petit à petit, le poids ici de ce levier va le faire revenir en place, sauf si j'ai passé la zone, et dans ce cas-là, il retombe d'un coup et il finit. Donc j'ai plus le problème d'avoir une roue qui est entre 2 positions. En même temps, ici, il fait anti-retour, donc je ne peux tourner que dans un sens. Donc premier truc, j'ai ce cliquet ici. Deuxième chose, j'ai cette pièce-là, vous avez la même ici, qui s'appelle le rapporteur. Le rapporteur, qu'est-ce que c'est? C'est cette pièce ici qui va venir avec cette fourchette être soulevée par les 2 picots qu'il y a ici. Donc quand je tourne au début sur les chiffres 1, 2, 3, 4, il ne se passe rien. Quand j'arrive au 6, ça va commencer à rentrer en contact. Quand j'arrive au 7, il commence à se soulever. Quand j'arrive au 8, le deuxième ici doit rentrer en contact. J'arrive au 9, et quand je vais arriver au 10, alors qu'est-ce qui va se passer? Le picot ici va passer la fourche, donc elle va pouvoir retomber. Et en même temps, sur le rapporteur, ici, vous avez ce bras-là, qui est un autre cliquet, qui est maintenu en position haute par une lame. Ici, c'est un élastique. Et ce qui fait que ici, le rapporteur vient s'appuyer derrière sur les picots. Et donc, si la machine n'a pas trop souffert pendant le transport, quand je vais faire +1, ce qui va se passer, c'est que le bras va retomber, va pousser cette roue, et en cascade, cette roue va venir faire tourner celle-ci. Alors, ce qui est intéressant dans ce mécanisme, c'est que d'une part, j'ai bien mon report de la retenue que je n'avais pas sur la machine de Sicard, enfin que j'avais avec la machine de Sicard, mais d'autre part, ce qui va se passer, c'est que vous voyez ici, ce rapporteur, il est descendu en fait de 4 unités d'un coup, et par contre, de l'autre côté, il a monté que d'une seule unité. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus récupéré de force ici que j'en ai utilisé là, donc il y a quand même les frottements de cette roue, du cliquet, etc. Mais globalement, ce système de descendre d'un coup 4 fois plus que ce qu'on monte de l'autre côté, va me permettre d'être sûr de faire tomber ce rapporteur-là en cascade si je fais un 99 +1, qui lui-même, si je fais un 999, va faire tomber le suivant en cascade, etc. Et donc là, je peux avoir autant de roues que je veux dans la lignée, et ça y est, mon problème il est résolu, j'ai vraiment l'addition avec le report de la retenue. Donc cette machine, vous la connaissez forcément, vous en avez très probablement entendu parler. En tout cas, vous avez entendu parler de son auteur, surtout si vous avez appris à programmer dans les années 80, parce que cette personne a été tellement importante pour l'histoire de l'informatique qu'elle a un langage à son nom. Et cette personne, c'est bien sûr Blaise Pascal. Faut que je retrouve où j'en suis de mon talk. Oui, alors cette machine, elle est super intéressante parce que ça y est, la preuve est faite qu'on peut faire des machines qui comptent, qui font des additions, qui passent au suivant, sans qu'on ait besoin de s'en comprendre l'esprit de ce qu'on est en train de faire. Techniquement, elle ne va pas avoir un gros impact sur la vie des gens, parce qu'il y en a très peu qui sont fabriquées, elles coûtent très cher à faire. D'autant plus qu'un jour, un horloger normand, je crois, s'amuse à faire des copies de cette machine. Pascal est hors de lui, il fait du lobbyisme partout pour essayer d'empêcher ça. Il finit par arriver à en parler à Mazarin, il finit par obtenir, pas un brevet parce que ça n'existe pas à l'époque, mais il finit par obtenir le privilège royal d'être le seul à pouvoir donner la certification obligatoire pour pouvoir fabriquer ou réparer cette machine. Ça doit vous rappeler quelque chose aussi. Bref, ces machines, il y en a très peu qui sont fabriquées, elles sont possédées que par des gens très riches qui en vrai savent compter, elles n'ont pas un gros impact techniquement. Par contre, le gros intérêt de cette machine, c'est qu'elle va vraiment changer la vision des choses sur la faisabilité du chose et sur l'intérêt de ce qui va être porté à ce type de machine, maintenant qu'on a prouvé que ça pouvait marcher.
Il y a un mathématicien allemand, Leibniz, qui, trouvant que cette machine qui est censée faire les multiplications, en fait on fait les multiplications par des additions successives, donc en fait elle ne fait pas les multiplications, va inventer un système qui est un peu souffert pendant le transport, qu'on appelle le cylindre de Leibniz. Alors le cylindre de Leibniz, c'est quoi? C'est un cylindre avec un engrenage ici qui a 10 roues, et en bas j'ai un engrenage, comme l'engrenage de tout à l'heure qui avait 2 étages avec 10 dents et une dent, sauf que lui il va avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 9 dents. Donc si je mets ici cet engrenage sur cette position, position 0, quand je vais tourner, je vais le mettre en endroit, ça sera plus simple pour moi, quand je vais tourner ici ma manivelle, il ne va rien se passer. 0 fois quelque chose, ça fait 0. Si je le mets ici, il va avancer d'un tour, etc. Si je le mets ici, il va avancer de 6 ou 7 crans. Donc là, en fait, j'ai bien ma multiplication. J'ai ma position de cet engrenage-là qui va déterminer le nombre de rotations que je vais avoir en sortie. Il suffit après que je le remultiplie par 10 et que je fasse le report de la retenue en sortie, et j'ai résolu le problème de la multiplication. J'additionne la multiplication, donc si je fais du x1, j'ai aussi mon addition. Donc là, ça y est, le problème il est résolu, j'ai une machine qui me fait les additions, les multiplications pour moi, et j'ai plus à m'encombrer l'esprit avec ça. Toujours pareil, cette machine-là, elle n'est pas donnée, hein, ça ne s'achète pas au supermarché du coin. Mais plus tard, ça va être produit en série, et jusque dans les années 70, on va trouver ce genre de choses. Donc ça, c'est une Curta, peut-être une Curta 2 en fait. C'est une petite machine qui ressemble à un moulin à poivre. On peut déplacer les curseurs que vous avez sur le bord ici, qui correspondent en gros à cette tige, qui vont déplacer un engrenage. Et dessus, vous avez le moulin, qui est cette manivelle, qui va en entraîner plein d'autres en série. Et jusque dans les années 70, on se sert de ce genre de truc pour faire des multiplications, parce qu'on n'a pas encore des calculatrices électroniques pas chères. Bref, à l'époque, ces machines, elles sont encore assez chères. Et du coup, il y a d'autres solutions qui sont étudiées. Il y a Nepper. Nepper, lui, c'est un peu avant ces machines. Il étudie un objet qui s'appelle le logarithme. Alors nous, on l'a appris à l'école comme étant le dérivé de la fonction 1 sur x. Lui, à l'époque, quand il fait ça, c'est pas ça qu'il regarde. Et en fait, il n'est même pas au courant qu'il est en train de... Pardon, la primitive. Je vous dis des bêtises. Il n'est même pas au courant que c'est la primitive de la fonction 1 sur x. Il ne travaille pas trop sur les fonctions. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est de trouver quelque chose qui me permette de faire ça. Logarithme de a fois b égale logarithme de a plus logarithme de b. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a à faire? Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Regardez, si ici je prends une échelle linéaire, et je vais prendre la longueur du 2, par exemple, je vais pouvoir facilement reporter, donc ajouter la longueur du 2 sur la longueur du 3, et j'arrive à la longueur du 5. Ça, c'est facile. Donc, 2 plus 3 égale 5. Et bien, avec une échelle logarithmique, je peux faire exactement la même chose, et dire, par exemple, ici, je vais prendre la longueur de logarithme de 3, je vais la reporter, l'ajouter à la longueur de mon logarithme de 5, et je vais arriver sur ma valeur du logarithme de 3 plus du logarithme de 5, et je vois ici que c'est le logarithme de 15. 3 fois 5, 15, ça marche. Donc ce système-là, de faire des multiplications graphiquement en utilisant le logarithme, c'est Edmund Günther qui l'a inventé. Et l'année d'après sa mort, je crois, donc en 1627, il y a quelqu'un qui va avoir l'idée, plutôt que de reporter les valeurs avec les doigts ou avec un compas, de faire une deuxième règle ici, qu'on peut déplacer. Et là, par exemple, si je veux ajouter le logarithme de 3 au logarithme de 3, ça m'amène ici sur le logarithme de 9. Donc ça, c'est la règle à calcul. La règle à calcul qui était utilisée aussi, pareil, mes parents avaient des règles à calcul à l'école quand ils étaient en terminale. Tout ce bazar, ici, le voir de loin, c'est pas super pratique. Je l'aurai aux Office Hours tout à l'heure, et puis n'hésitez pas à venir me taper sur l'épaule si vous voulez en discuter, j'aurai un grand plaisir à vous montrer tout ça. Ça, c'était la règle à calcul de mon grand-père, qui fait beaucoup plus de choses, qui calcule les puissances des moteurs, qui fait des sinus et des cosinus, mais le principe, il est déjà là. Donc là, ça y est, j'ai encore des systèmes beaucoup moins chers, pratiques, utilisables, qui me permettent de ne pas avoir à m'encombrer l'esprit quand je fais des multiplications. Le petit truc quand même, c'est qu'avec ce mécanisme-là, la multiplication, elle est pas très précise. Vous voyez que ici, jusqu'au 3, 4, ça va. Entre le 15 et le 20, ici, ça va être difficile à lire. En fait, plus je vais vouloir avoir de précision, plus il va me falloir une grande règle, et plus il va falloir que ma règle soit précise. Donc je vais pouvoir faire des estimations, je vais pouvoir faire des ordres de grandeur, mais je ne vais pas pouvoir avoir beaucoup de chiffres significatifs sur des multiplications. Donc une autre possibilité pour faire ça, c'est de ne pas utiliser une représentation graphique, mais tout simplement d'avoir les valeurs de logarithme. L'avantage des valeurs de logarithme, c'est que le logarithme, c'est une fonction, c'est fonctionnellement pur. Les valeurs des logarithmes ne changent pas, donc je peux les calculer une fois et les noter dans des tables.
et avoir, comme j'ai des tables de multiplication, je peux avoir des tables de logarithmes. Donc là, forcément, je me suis trompé, j'ai photographié ça à la page des tables des sinus, mais les tables de logarithmes, c'est ce genre de truc qu'il y avait aussi dans les écoles à l'époque de mes parents, peut-être des vôtres, ou de vos grands-parents sinon. Ces tables, il faut les faire, et pour les faire, on utilise des systèmes mathématiques sur lesquels je ne vais pas trop m'attarder. En gros, on calcule le développement limité de la fonction. Une fois qu'on a le développement limité de la fonction, c'est un polynôme, on le dérive plusieurs fois. Ça finit par me permettre la dérivée du polynôme, enfin la dérivée de la dérivée de la dérivée du polynôme, à un moment c'est une constante. Donc je peux prendre cette constante, l'ajouter, faire des sommes, et remonter. Et je peux remonter jusqu'à l'approximation du polynôme. Donc ça prend énormément de temps à faire, il y a énormément d'étapes, et forcément il y a énormément de sources d'erreurs. Donc ces tables qui sont publiées, elles sont toutes publiées avec des erreurs. C'est même comme ça qu'on va inventer la notion de prototype, le principe du prototype, c'est-à-dire c'est un système qui permettait d'imprimer des tables de logarithmes, et quand on avait trouvé une erreur, de ne pas refaire tout le truc pour imprimer la table, mais juste de changer la valeur qui était fausse, ce qui avait évité d'introduire de nouvelles erreurs. Ça, c'est après. Ces tables de logarithmes, elles sont calculées par des gens. En fait, le principe, c'est qu'il y a différents niveaux de compétences dont on a besoin. Il y a d'abord quelqu'un qui doit être capable de calculer la grosse formule compliquée, et puis derrière, quelqu'un qui doit être capable de dériver le polynôme et de trouver quelles sont les valeurs par lesquelles il faut commencer à faire toutes mes additions. Et puis derrière, il y a un travail beaucoup plus simple, qui consiste à faire des additions en série pour trouver l'approximation de la valeur. Ce truc-là, dans un contexte allez, on va dire, un peu avant la première révolution industrielle, on considère que on commence à avoir l'idée que les tâches répétitives et faciles, on peut les faire par des machines. On n'a pas besoin d'avoir de la main-d'œuvre spécialisée, compétente pour ça. Et donc, dans ce contexte, Babbage va avoir l'idée de faire la machine différentielle. Donc la machine différentielle, c'est une machine qui va automatiser tout ça, qui va être automatisée la dernière étape de tout ça. C'est-à-dire qu'il va faire des additions, qui va ajouter les additions entre elles, etc., et qui va accumuler des chiffres, jusqu'à trouver l'approximation de la valeur. C'est-à-dire qu'il va chercher à automatiser la dernière étape, celle pour laquelle il a le besoin de moins d'intelligence. Il va trouver des financements, des gros financements publics pour faire sa machine, qui coûte énormément cher, hein, c'est une machine très très complexe. Il va travailler dessus pendant des années. Il va se planter royalement. Il ne va pas arriver au bout, il va produire à peu près la moitié des pièces dont il a besoin pour la machine, ce qui veut dire qu'il va produire 0% des fonctionnalités pour la totalité du coût. Et on commence à arriver sur des gros projets, comme ça, sur des financements publics, qui se cassent la gueule avec la maîtrise d'œuvre, qui s'engueule avec la maîtrise d'ouvrage. Qu'est-ce que je vais avoir de temps de vous raconter de plus en 3 minutes 2 minutes. Sur ces histoires d'optimisation, de calcul, de trucs comme ça, il y a un machin que je vais essayer d'avoir le temps de vous montrer, c'est ça, le métier à tisser. Métier à tisser, vous connaissez peut-être le truc, on prend une ficelle, on fait tout passer devant le premier, derrière le second, hop, on peut faire des erreurs aussi, devant, derrière, bon, etc. Et quand on a fini une ligne, on recommence exactement la même chose dans l'autre sens. Et puis on recommence ça pour chaque ligne, pour chaque colonne, pour chaque ligne, pour chaque colonne. Bref, il y a quelqu'un d'assez génial qui va se dire que tout ce truc de recommencer des choses pour chaque ligne et pour chaque colonne, c'est pas super optimisé. Et si mon truc veut bien sortir du machin caché derrière, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire peut-être que je peux faire un peu de boulot avant de faire toutes ces itérations, qui me permettra de faire moins de boulot pendant les itérations, pour gagner du temps au final. On perd au début pour gagner au final. Donc en gros, il arrive un système comme ça, un métier à tisser qui s'incline, sur lequel là, ça va être très facile de passer sous les premiers et sous les deuxièmes. Et puis, avec un système de ficelles, il va pouvoir monter tous les fils impairs, inverser le dessus-dessous et recommencer. Et du coup, j'ai plus que ça à faire et à passer mon fil pour chaque ligne et pour chaque colonne. Donc là, il n'y a que 5 fils dans ce sens, mais si vous en avez 300, 400, 500, vous gagnez un temps énorme. Bref, la personne qui a eu cette idée d'optimisation géniale, qu'on utilise encore très fréquemment aujourd'hui quand on code, l'histoire n'a pas retenu son nom, pour une raison toute simple, c'est que cette personne vivait au Paléolithique, il y a un peu plus de 10 000 ans. Au Néolithique, pardon. Ok, donc si vous oubliez de faire ce genre de trucs dans votre code, vous êtes carrément à la bourre. Il me reste 30 secondes. Ce système-là, au lieu de mettre une seule barre, on finit par mettre plein de cadres. Les cadres, on les enchaîne, on les bouge avec des pédales, ça permet de faire des motifs au bout d'un moment. Jusqu'à ce qu'on arrive à cette idée-là.
inspiré des orques de barbarie, ça rappellera peut-être des trucs à certains. On va dire, au lieu d'accrocher mes ficelles à des cadres, je vais les accrocher à des aiguilles. Donc là, il faut imaginer, les fils passent dans ce sens. L'aiguille, elle est comme ça, et quand je vais monter mon cadre, il va entraîner l'aiguille et lever le fil. J'ai un carton ici qui arrive avec un trou. Si je pousse mon carton avec le trou, ben en fait, il ne va rien se passer, ça va monter pareil. Par contre, si mon aiguille est en face d'un endroit où il n'y a pas tout dans le carton, ça va décaler mon aiguille, et quand mon cadre va se lever, il ne va plus lever l'aiguille. Donc ça, c'est le système du métier à tisser inventé par Bouchon avec les cartes. Non, c'est pas là. Oh, il manque une slide, c'est pas grave. Enfin, tout ça, c'est les métiers à tisser donc de Bouchon, améliorés par Falcon. Et derrière, le système est repris par Jacquard, qui automatise beaucoup plus pour pouvoir n'avoir qu'un opérateur derrière la machine au lieu d'en avoir deux. Dans ce système, ce qui est intéressant, c'est que ça va ressortir une vieille idée qui existait déjà sur des machines à musique, qui est de dire qu'on peut avoir des cartons qui sont porteurs de la liste des choses qu'ils font faire, et donc de programmer la machine, de pouvoir lui avoir une série d'instructions. Babbage, qui a raté son projet de faire la machine différentielle, m'a ressorti ça pour partir sur une deuxième machine, dont je ne vais pas avoir le temps de vous parler, qui est la machine analytique. La machine analytique, c'est quoi? C'est une évolution de la machine différentielle qui va permettre, avec des cartons, de lui donner la liste des instructions, de dire quelles sont les opérations qu'il faut faire. Et du coup, on a l'idée de la première machine programmable. Donc Babbage est connu aujourd'hui comme l'inventeur de l'ordinateur. Techniquement, pour que des gens soient connus comme l'inventeur de quelque chose, il faut qu'il ait réalisé pour prouver que ça marche. Cette machine ne sera jamais réalisée, il n'a pas les financements, il a investi la moitié de sa fortune, il a fini jamais, puis avant d'avoir fini, il part sur une troisième idée qui n'est pas la même. Bref, encore un beau ratage dans l'histoire de notre métier, mais c'est pas grave, parce que du point de vue de la réception du public, du point de vue de l'idée de ce qu'on peut en faire, du travail avec la Lovelace, et de tout ce que ça a changé, on a quand même le premier truc qui commence à être un ordinateur, et je viens de vous résumer 7000 ans de l'histoire de l'informatique, comment on est passé de quelques balles de cailloux pour compter, au premier truc qui commence à ressembler à un ordinateur. Voilà, je vous invite à venir en discuter avec moi si vous voulez voir toutes les machines, jouer avec. C'est beaucoup plus rigolo que de les voir.